Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur un film que j'attendais quand même avec une certaine curiosité. The Smashing Machine ou Smashing Machine, puisque visiblement en français il a perdu son article là, un choix assez étonnant mais pourquoi pas. Réalisé par Benny Safdie, qui est donc l'un des deux frangins. Joshua, lui, étant parti sur un autre projet en solo, Marty Supreme, dont on aura, à mon avis, la primeur dans quelques mois, mais en 2026 chez nous, eh bien oui, les frères ont décidé de voguer en solitaire et pour interpréter le personnage principal, qui est un lutteur de MMA, nous avons Dwayne Johnson qui a fait une large partie de sa carrière dans le catch, donc ça paraît presque logique. Il interprète ici un certain Mark Kerr. Et c'est amusant parce qu'aujourd'hui, de nos jours, Mark Kerr a à peine, je crois, 3-4 ans de plus que Dwayne Johnson. Et là, Dwayne Johnson le joue il y a plus de 25 ans. Mais vous le savez, The Rock ne vieillit jamais. À ses côtés, nous avons Emily Blunt, qui est dans la peau de l'épouse de Mark Kerr, ou la compagne, en tout cas, je ne sais pas s'ils sont mariés. Alors, ils seront mariés plus tard, hein, je crois, dans leur biographie, mais peu importe. Ils vivent ensemble. Et d'autres personnalités de la lutte au sens large, interprétées par, donc, de vrais lutteurs MMA dans leur existence ou anciens boxeurs. Il y a aussi Bas Rutten qui est un entraîneur qui se joue lui-même, mais là aussi il est plus âgé qu'à l'époque, mais c'est pas grave. On s'en fiche, c'est pas important. L'intérêt du film, c'est de se plonger quand même dans une reconstitution, ma foi, fort intéressante de la fin des années 90, début 2000, où on va suivre à peu près 3 ans d'une existence particulière pour un lutteur qui de suite entre vraiment par la grande porte en remportant un premier tournoi, je crois que c'est une dizaine de victoires d'affilée, et ainsi la légende Mark Kerr commence à s'écrire. Sauf que derrière, ça va être beaucoup plus compliqué, puisqu'on va suivre à peine le début de sa starification entamée, une petite descente aux enfers à cause de l'addiction à certains opiacés, drogues antidouleurs, et évidemment ça va pas être facile pour lui de continuer à combattre, notamment dans ses tournois au Japon, et de faire face à son couple qui se délite un brin également, c'est pas forcément évident. Rajoutez à cela les relations plutôt amicales, d'ailleurs c'est assez étonnant avec les autres lutteurs, il y a une vraie confédération, confrérie qui se met en place là, et pas de rivalité en dehors du ring. Par contre, une fois dedans, eh ben, ça bastonne, ça tape et ça se bat comme des lions. Et vous allez voir donc quelques combats MMA, oui, mais tout autant de scènes dans les coulisses ou dans la vie privée de Mark Kerr qui parfois a du mal à faire face à lui-même et à ses démons, oui, donc certes les addictions, mais aussi cette adrénaline du combat qui peut être le sort de la réalité, ou alors n'est-il pas suffisamment dans la réalité pour bien mener à terme ces combats et pouvoir remporter peut-être des victoires importantes. Et tout ceci sur un peu plus de 2 heures, où beaucoup de gens promettaient donc le film à Oscar pour un Dwayne Johnson, propulsé parmi les favoris de la prochaine cérémonie. Est-ce que du coup c'est le cas? C'est pas le plus important, hein. On va parler de cinéma avant tout ici, et pas de récompense. Mais avant tout, est-ce que Benny Safdie réussit à donc en solo faire aussi fort que ce qu'il a pu faire avant, notamment le dernier à date qu'il avait fait avec son frangin Uncut James, que j'ai revu il n'y a pas longtemps, là même il y a quelques heures au moment où j'enregistre ce podcast, où je me suis enchaîné les deux films en fait, et je l'ai revu à la hausse par rapport à ma découverte sur Netflix il y a un peu plus de 5 ans. D'ailleurs, production ici A24, bon, un petit peu comme c'était le cas pour Uncut James, et je crois d'autres de leurs œuvres. Voilà, j'en bafouille un petit peu. C'est particulier. Bon, nous sommes face à un biopic qui est dans la tradition de ces films à l'américaine, du Rise and Fall, et peut-être Rise Again, avec quelques nuances. Peut-être, je ferai une zone spoiler sur ce sujet. Vous l'avez déjà vu, et même dans le style combat, on va pas forcément citer Rocky ici. C'est assez différent d'ailleurs dans la façon de filmer les matchs, puisque ce n'est pas de la boxe, c'est plus du corps à corps ici. Mais on a eu récemment des Iron Claw, des petites choses comme ça. Alors c'est plus choral sur une famille, là on est plus centré sur un personnage principal, même si avec ses adversaires, entre guillemets, ils forment aussi une famille, un lien d'amitié par exemple avec l'un d'entre eux, Mark Coleman, interprété par Ryan Bader. Bon, mais derrière, qu'est-ce que Safdie a voulu faire, Benny, de son prénom? Lui qui est à l'écriture bien sûr, mais aussi au montage, c'est important, on voit qu'il a mis du rythme, et son rythme à lui est quelque chose de cohérent de ce qu'on a vu dans Uncut James. Par exemple,
Vous prenez deux films très différents hein, sur les thématiques, mais vous avez quand même cette même idée d'urgence, d'adrénaline, d'obsession sur d'autres sujets quand même. Donc oui, il y a la patte Safdie. Mais ici, par contre, dans l'écriture, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a pas mal de bas qui blessent même, et quelques moments un peu sortis du chapeau qui font très drama, qui confèrent d'ailleurs cette identité de film à Oscar à cette réalisation. C'est que par moments ça fait artificiel, parce qu'on n'a pas le temps d'être approfondi et en empathie totale avec tous les personnages. Marker, oui, on le voit, avec d'ailleurs, très intéressant l'introduction, hein, un petit moment quasi VHS où on perçoit ses débuts et tout, puis après on passe dans le format plus cinéma, je pense pas qu'il ait utilisé du scope ici, mais bon, peu importe, il y a quelque chose quand même plus caché ensuite. Quand bien même on reste dans une sorte de grain qui est utilisable années 90-2000, mais ça aussi c'est un peu leur style, frère Safdie, pas rétro mais quand même quelque chose qui est plutôt, oui, axé sur ces années 2090, voilà, tout simplement. Donc il y a cette petite transition qui se fait très naturellement, on comprend qui est Marker, mais on ne sait rien de lui, de son passé, à part qu'il a fait des choses en université et tout ça. On le propulse donc à nos yeux dans ces combats-là, dans cette amitié avec son coach qui ensuite remontera sur le ring d'ailleurs, et avec cette compagne qui paraît un petit peu sous-exploitée pendant une grande partie du film. D'ailleurs, à un moment, elle disparaît, elle revient. Et on a plusieurs scènes de couple, parfois des scènes de ménage d'ailleurs, qui sont mises là et qui font surjouer dans pas mal de choses. Et on ne croit pas en ce lien. Et surtout, du coup, le personnage d'Emily Blunt, alors elle fait tout ce qu'elle peut, et elle est vraiment bien hein, dans le rôle, mais comme il y a un gros manque de background, et surtout on n'a pas trop ses intentions, on va arriver à un moment à une scène clé dans les 2/3 du film, avant le dernier acte, ce sera dans la zone spoiler ça, mais ces maladresses d'écriture font que on a du mal quand même à, je ne dirais pas prendre parti, parce qu'on n'a pas besoin de cela, mais à vraiment justifier certaines attitudes. Elle passe peut-être trop pour la méchante, alors qu'on comprend pourquoi elle s'énerve aussi sur certaines choses, notamment sur l'addiction de son compagnon, et du coup, il y a quelques maladresses là qui, après, nous ressortent vraiment, forcément, en plein visage quand il y a une scène importante. Hein. Mais je trouve qu'il y a une mauvaise gestion de cela, comme par certains moments, les tournois, tout ça, oui, bon, ça va, ça vient, on ne s'intéresse pas forcément trop à ce qui se passe sur le ring, parce qu'il n'y a pas de rivalité construite non plus. Alors, c'est comme ça, hein, la MMA, l'UFC à l'époque, c'était encore bon enfant, ça commençait à avoir une vraie popularité, beaucoup moindre qu'aujourd'hui quand même, mais ce sont les premières stars hein, de ces arts martiaux mixtes, puisque c'est ça, MMA, les Coleman, les Vovchanchin ou Marquet, hein, qui sont là, et autres lutteurs japonais, Kazuyuki Fujita ou Enson Inoue pour ne pas les citer, mais derrière, oui, ça manque de constance, en fait. Je dirais même que c'est trop sage, que ce n'est pas suffisamment âpre dans certaines séquences, bien que ce soit assez près du corps. Hein. Ça aussi, c'est le style un peu Safdie, caméra quasi à l'épaule, qui va capter les visages, les tuméfactions, hein, évidemment, de ces moments meurtris après le combat, ou même pendant, le sang qui gicle et tout. Mais là aussi, hop, on passe vite à autre chose. Il y a pourtant des instants très intéressants, hein. Les avant et après match, c'est peut-être les meilleurs moments du film, en fait, où le bilan se fait, où peut-être certaines libérations positives ou négatives vont se faire émotionnellement pour notre personnage principal, mais voilà, ça, c'est une succession de pas mal de choses, avec des tons qui ont du mal à se marier, oui, d'une scène à l'autre, et on a du mal à y croire, tout simplement, parce que je pense qu'on n'est pas suffisamment impacté par vraiment d'où ils viennent, et comment ils vivent vraiment. Au-delà des scènes de ménage, on les voit dans cette maison-là, il n'y a pas de problème d'argent et tout, bon, certes, il gagne bien sa vie, mais quand même, c'est pas encore le top. Bon, tout va très bien. Ça sent pas spécialement le soufre, et pourtant, on les voit se disputer. Alors oui, bien sûr, hein, l'idée de l'addiction, c'est sûr qu'il commence à sombrer sans vraiment s'en rendre compte, et nous, on voit à quel point ça commence à lui attaquer le cerveau, si vous voulez. Mais globalement, il y a un manque d'accroche. Le film n'arrive pas à se poser vraiment sur une idée, sur une intention, parce qu'il veut couvrir pas mal de petites choses, et les démons sont peut-être trop nombreux, ou trop en surface, quoi. C'est superficiel, malheureusement. Et c'est un petit peu le même problème qu'on a avec la musique. Il y a un problème de dosage. Alors, elle est très bien composée hein, par Nala Cinefro,
qui n'est pas d'ailleurs la compositrice d'Uncut James, on change ici, mais c'est un peu dans des styles comme ça, électro, jazzy, prog. Alors sur le ring, ça marche super bien par contre. Là, c'est pour ça que je dis que la bande-son en tant que telle, elle est très bien. Elle rythme parfaitement les maigres moments en termes de durée de combat, parce que souvent ils sont rapides, ces matchs, tout simplement. Très très bien, mais parfois il y a une sorte de surplus, surtout sur les chansons extra-diégétiques de chanteurs, groupes connus. Voilà, vous avez du Elvis Presley ou du Bruce Springsteen par moment, et même que c'est surmixé, et parfois il aurait fallu du silence sur des moments clés. Ah oui, vous avez quand même une reprise de My Way, si je ne me trompe pas, de Elvis Presley, sur un training montage. Ça marche plutôt bien, ça, quand il reprend un peu du poil de la bête auprès de ce coach-là, qu'il va retrouver, coach de Jiu-Jitsu d'ailleurs, à la base aussi, Jiu-Jitsu brésilien peut-être. Ça fait partie du MMA, tout ça. Mais bref, spoiler, parce que sinon on va tourner en rond, on va faire un peu comme le film. Il y a quelques moments qui m'ont un peu dérangé. Des scènes de ménage, donc j'en ai parlé. Bon, les prises de drogue, tout ça, oui, à un moment il va faire une crise. Tout ça est très hors champ d'ailleurs. Pourquoi pas, c'est une innée. Et derrière, c'est la descente. Il va essayer de se remettre. Il va même faire sa crise de désintox aussi hors champ d'ailleurs. Beaucoup de hors champ, pourquoi pas. Et à un moment, même quoi qu'il arrive, après quand il revient, sa femme va lui reprocher d'être trop control freak. Faut dire qu'il n'est pas très sympa avec elle. Plutôt dans le film, il lui reproche d'avoir mal fait son milkshake. Bon. Il n'avait peut-être pas été précis sur les ingrédients, tant pis. Et derrière, après, il y a une histoire de cactus. C'est assez lunaire, ça. Et donc, ça monte jusqu'au crescendo d'une immense dispute, où tu as du Bruce Springsteen en fond, et là, c'est too much, c'est pas bien, ça, il fallait pas. Le morceau en lui-même est très bien, mais la scène avait besoin de se poser. Alors que pourtant, totalement en silence, dans une tension, ou alors vraiment avec une nappe un peu dramatique derrière, mais pas plus, elle aurait été géniale, cette scène. Alors, elle sort quand même du chapeau, dans l'idée où on comprend soudain que la compagne est elle aussi en névrose, qu'elle est en burn-out, elle est sur le qui-vive, elle menace de se suicider, écriture très moyenne, parce que vous voyez, on n'a pas pris le temps de la build-up avant, donc du coup ça fait quand même une lecture qui pourrait être qualifiée de misogyne, mais c'est probablement un petit peu ce qui s'est passé dans le réel. Elle a eu son meltdown aussi, comme on dit, sa chute, mais le problème c'est que le film nous l'a fait oublier, c'est le problème de comment écrire aussi l'œuvre. Bon, et t'as le meilleur moment vraiment du film, là, peut-être dans l'émotion, mais il y a cette musique par-dessus, puis ça vient après ce moment sorti du chapeau, donc, où il lui empêche de commettre plusieurs actes irréparables, et il la prend dans ses bras par derrière, comme ça, en mode, on va se calmer, on va se calmer. Mais là, voilà, il y a trop de trucs par-dessus, puis ça arrive trop comme ça, là, comme un cheveu sur la soupe, pour que ça puisse vraiment prendre. Et c'est dommage, parce qu'on le sait, on le sent d'ailleurs, Benny Safdie maîtrise ces moments où il se rapproche des méandres humaines, que ce soit corporellement et psychologiquement. Et là, le film a un mauvais équilibre. Il a trop ce cahier des charges du « il faut donner des spots », que ce soit d'ailleurs aussi à Emily Blunt, mais surtout à Dwayne Johnson. Et voilà. Par contre, là où il y a des vraies réussites, c'est bon, sur l'écriture, dans le sens où c'est sur la vie de Mark Kerr, tout simplement, c'est qu'il va perdre à un moment un match où on imagine qu'il va gagner, parce qu'après, il affronterait son meilleur pote. Finalement, il l'affrontera jamais, même dans son existence. Il n'y aura jamais ce match-là. Non, il va perdre un petit peu en mode anti-climax, mais c'est comme ça, c'est sa vie anti-climax, comme ça. Et après, il va y avoir une libération intéressante. En écho avec Pluto, ou après une fausse défaite, parce que c'est un no contest, il y a eu un truc illégal face aux Russes, et il se met à pleurer. Ah oui, bah oui, il craque, quoi. Mais là, après cette défaite-là, par contre, il va se mettre à sourire et à rire sous la douche, libéré, enfin. Il avait peut-être besoin de cette défaite pour sortir de ce côté très control freak, addiction de tout ce bazar là, qui lui faisait plus de mal qu'autre chose, et ça c'est bien. Et il y a un geste de cinéma final qui nous plonge dans le documentaire. Alors il y a déjà eu un documentaire apparemment HBO il y a plus de 20 ans sur Mark Kerr, et à la fin on le voit tranquille, lui-même, de nos jours, 2025, en train de faire ses courses avec une sorte de sourire béat aux lèvres, on comprend pas tout, et il fait coucou à la caméra, et il nous salue, nous spectateurs, et ça se termine comme ça, avec évidemment quelques petits panneaux Wikipédia pour contextualiser ce qui s'est passé. C'est très étrange, je sais pas trop ce que ça fait là, mais j'ai apprécié le geste en me demandant pourquoi. Eh bien pourquoi, on ne le saura pas. Et c'est un film qui un peu ovni aussi sur certains points, mais je
pense que c'est plus sur sa mauvaise gestion globale de certaines choses. Je ferme la zone spoiler, je suis embêté avec Smashing Machine parce que il y aurait eu des promesses potentielles si ça avait été fait sous un autre angle, en allant plus loin sur certaines choses, en élaguant 2-3 trucs, peut-être finalement en faisant durer le film une demi-heure de plus, maintenant que j'y pense. Si on veut vraiment avoir l'ambition de beaucoup montrer, il fallait avoir le temps aussi de pouvoir approfondir certains arcs. Et là, évidemment, à part Marker, sa chute, sa remontée, tout ça, le reste paraît un petit peu forcé et mal géré. Voilà, j'ai pas d'autres termes, quoi. Et du coup, il y a des moments très émotionnels où ça ne prend pas et on sent que c'est juste pour isoler quelques extraits et justifier la possible prochaine nomination de Dwayne Johnson, qui n'aura pas l'Oscar. Voilà, je vous le dis, là, je l'annonce d'avance, il n'aura pas l'Oscar. Sera-t-il nominé quand même? Peut-être, parce qu'on va pousser l'idée de... et encore. J'ai vu quand même des meilleures prestations cette année. C'est quand même un très bon rôle pour lui, bien sûr. Il montre qu'il sait faire autre chose que les derniers rôles interchangeables qu'il a pu faire dans certains blockbusters, souvent très indigents. Mais ça ne suffit pas, là. Et puis c'est pas de sa faute en soi, parce que il fait très bien ce qu'il a à faire, mais le film en lui-même ne va pas au bout de ses intentions, qui sont peut-être trop multiples et trop ambitieuses, mais mal abouties, je ne sais pas. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Malheureusement, le film n'a pas de véritable succès populaire et critique outre-Atlantique, et ça part pas forcément bien en France non plus, de ce que j'ai compris. Aïe aïe aïe, voilà. Mais à vous la parole, et si vous avez apprécié, je suis très curieux d'avoir votre avis. À la prochaine, ciao.